Pour moi, l'homme préhistorique, le genre humain, a 3 millions d'années. Enfin, en gros, 3 millions d'années. C'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu moins, mais c'est l'ordre d'idée. Et pour moi, cet homme est créatif tout de suite. C'est-à-dire que quand il prend un caillou, c'est une forme. Il prend un autre caillou, c'est une autre forme. Il tape avec une forme sur l'autre forme et il en fait une troisième. Et donc il est déjà créateur, d'une certaine manière, créateur de certains symboles. Je dis ça parce que quelquefois on dit que l'art rupestre sort de rien du tout. C'est pas vrai du tout. Il y a une longue histoire de perception petit à petit des formes, d'amélioration des formes, donc de connaissance de la matière première, de connaissance du traitement de la matière première, de la connaissance de la manière dont on peut améliorer la taille, et puis ensuite une meilleure connaissance des formes, en ce sens que les formes deviennent des bijoux, des objets valorisant le corps. Donc on reconnaît les coquillages, on reconnaît les fossiles même. J'ai au fond des collègues de 100 000 ans qui avaient récolté des fossiles d'invertébrés et des coquilles et des minéraux dont la densité leur paraissait extraordinaire. Et ce sont en quelque sorte des cabinets de curiosité d'hommes de Néandertal qui ont précédé ceux du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc je veux dire que c'est une longue histoire qui n'aboutit pas, mais qui un beau jour quand même s'ouvre sur cette expression de non seulement savoir qu'on sait, mais le faire savoir. Et le faire savoir, c'est tout d'un coup la projection sous la forme de peinture ou de sculpture de ce que l'on a en tête, et probablement des dogmes, des mythes qui constituent une société. Pour qu'une société soit cohérente, il faut qu'elle soit cohésive aussi. Il faut qu'elle soit réunie par quelque chose. Et en l'occurrence, les mythes ont ce rôle de réunion des gens autour des mêmes idées, des mêmes principes, des mêmes croyances. Et c'est ce qui donne la force à une société et l'unité à une société. Or, à partir de ce moment-là, il est possible de projeter sur les parois immobilières, mais aussi d'objets immobiliers d'ailleurs, des éléments de ces mythes, ou même toute l'histoire des mythes. Moi, je crois que Lascaux se lit. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça écriture. Certains collègues, ne serait-ce que Emmanuel Anati, qui est spécialiste des rupestres, au début me disait non, et maintenant il dit lui-même que c'est une sorte de première écriture. C'est une première écriture, elle n'est pas conçue comme telle, souvent parce qu'elle n'est pas linéaire, mais ceci dit, elle est codée, il est évident qu'elle est codée, et que les animaux que l'on trouve merveilleusement représentés sont quelquefois représentés avec des proportions qui ne sont pas les leurs. Et les animaux représentés ne sont pas les animaux qui sont consommés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux domaines différents, contrairement à ce qu'on a pensé à une certaine époque. Donc ces animaux représentent plutôt des animaux psychopompes, c'est-à-dire qu'ils font partie d'un mythe. Et quand on me dit, quand vous allez dans Lascaux, vous rencontrez le peintre ou le graveur ou le sculpteur, et je dis non, pas du tout, je rencontre les dieux de ces gens-là, parce que, ou en tout cas les animaux qui emportent vers les cieux. Donc c'est plutôt la partie mythologique, et puis aussi la partie religieuse que l'on rencontre dans les grottes qui sont... Enfin, Lascaux, en tout cas, c'est un sanctuaire. Pour moi, c'est tout à fait clair. Et cette histoire-là, je dois vous dire,
me rend d'abord admiratif parce que l'œuvre de Lascaux, c'est l'œuvre d'un maître et de son atelier, et puis peut-être de quelques générations qui suivent, mais c'est quand même assez homogène. Donc c'est toute l'admiration que crée n'importe quel grand peintre. Ensuite, c'est une question de sérénité, celle que l'on a, de calme, d'apaisement que l'on a dans n'importe quel temple, mais c'est aussi une certaine peur. Je sais que quand je dis ça, ça surprend les gens, mais lorsque vous êtes dans le diverticule axial et que vous avez des peintures à droite, des peintures à gauche, des peintures au-dessus, que ces animaux ont l'air de vous tenir et de vous emporter vers les cieux de gens que l'on ne connaît qu'à une vingtaine de milliers d'années de distance, 17 et 18 000, c'est très impressionnant. Alors je n'ai jamais été seul dans la grotte originale, j'ai été souvent dans la grotte originale. Dès le début d'ailleurs, j'ai été parmi les pollueurs puisque mes parents m'y avaient conduit alors que j'étais très jeune et à l'époque où on pouvait visiter la grotte comme on voulait. Et ensuite, il y a eu une entrefermeture en ce sens que on pouvait y venir à 4 ou 5 jours sur 7. Et là, j'ai emmené souvent des gens, et notamment des collègues étrangers. Ça m'a permis d'y retourner souvent. Et donc, mon impression, je vous la répète, c'est admiration incontestable. C'est grande sérénité incontestable et peur d'une certaine manière.